Bonsoir, le budget. Laurence. Bonsoir Eric. J'enchaîne là, ça y est, je suis une Ferrari. Oh. Ah, d'accord. Traitez-moi de 4L pendant que vous êtes... Mais c'est très joli les 4 Ah ouais, c'était ma Comme les première 2 voiture. chevaux, moi j'ai Première deux. voiture. Le budget, donc ça a retoqué. Déjà on va en parler dans un instant. Moi j'aimerais qu'on parle des petites pensions de retraite, parce qu'effectivement il y a eu cette petite crise politique, parce que Laurent Wauquiez hier a annoncé aux 20h que la revalorisation, il y a une toute petite revalorisation, on parle de 0,9%, c'est 10 €. Ouais. Représentez-vous quand même ce que c'est, Oui. 10 €. Alors, on va écouter juste ce qu'il a dit hier aux 20h de TF1. On va regarder si quand même on ne passe pas à côté de l'essentiel avec tous ceux qui hurlent au loup, là, parce que c'est lui qui l'a annoncé, pas le gouvernement. Laurent Wauquiez hier soir. On a essayé de prendre un seuil qui soit objectif. Et donc ce qu'on a choisi, c'est le SMIC. Toutes les retraites en dessous du SMIC seront intégralement protégées de perte de pouvoir d'achat. C'est 44% des retraités qui seront concernés, près d'un retraité sur deux qui sera protégé par ce bouclier anti-inflation. Et le reste, tout le monde sera revalorisé au 1er janvier. Ce que dit Laurent Wauquiez. Vous n'avez pas l'impression qu'on se trompe de combat quand même? C'est pas le plus important que les petites retraites et quand même 10 € de plus, même si c'est pas grand-chose. Non, mais là je vous parle de bon sens. Qui annonce, de bon sens. Mais quand même. On se trompe pas de combat, Eric? Si, mais je vais quand même. Ah ben oui, je vais quand même non, mais parler répondez à ma question, Eric. Si, on se trompe de combat. Merci. Il faut donner un peu d'argent. Mais j'attends la réaction de Marc Petit, parce qu'en réalité, il y a quand même un tour de passe-passe dans cette petite histoire, si je peux me permettre. D'accord. Bon, vous savez que normalement, les retraites devaient augmenter au 1er janvier du niveau de l'inflation. D'accord. Je crois qu'elle est à 1,2% en octobre. Enfin, oui, mais en moyenne, on sera autour des 1,2%. Ok. Bon, elle devait augmenter donc du niveau de l'inflation au 1er janvier. Juillet. Le gouvernement avait dit, pour économiser 4 milliards, on va plutôt vous augmenter début juillet, donc 6 mois plus tard. Bon. Là, on a l'impression que Wauquiez fait aux retraités un cadeau en disant non, mais on va vous augmenter de la moitié de l'inflation. Oui, en deux temps, ça se fera en non, deux temps. non. On va vous augmenter de la moitié de l'inflation à partir du 1er janvier. Et en juillet, pour les plus petites retraites, mais vous oubliez les autres là, qui devaient augmenter de l'intégralité de l'inflation. Pour les plus petites retraites, vous aurez le total. Ok. Mais Ça, pour les autres, 5,5 millions de personnes. Oui, mais pour les autres. Non, mais balayez pas ça dans Non, mais je suis d'accord. Non, mais balayez pas ça dans Il a raison, c'est un retraité sur deux. Bien sûr, mais pour les autres, en fait, eux, les autres, ils seront augmentés que de 50% du niveau de l'inflation. Donc, en fait, mon cher Marc, il y a un petit tour de passe-passe. Marc Soiti. Disons-le, c'est une arnaque. Ça vous va? C'est une arnaque. Bon, Moi, je voulais aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, non, mais ça rappelle à tous les Français dont nous sommes partis, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encore à la retraite, qu'il faut penser à sa retraite et ne pas compter sur l'État pour payer notre retraite. Là, ils vont taper sur les plans d'épargne retraite. Ils vont taper les plans d'épargne retraite. Mais c'est ça le problème, si vous voulez, c'est que c'est ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, plutôt que de réduire les dépenses publiques inefficaces, de dépenses de fonctionnement, etc., on s'attaque aux retraités. Bon. Et bien sûr, moi je suis d'accord avec vous, il faut protéger les petites retraites, bien entendu. Mais on parle de 10 € là. D'accord. On va chipoter sur ça. Mais non, c'est ça le problème. Encore une fois, on est à 0,9% d'augmentation des retraites au 1er janvier pour tout le monde, alors que l'inflation, elle sera autour des 1,8. Moi je pense qu'elle sera plutôt à 2,5, parce qu'elle est en train de remonter l'inflation. Là, l'euro est en train de baisser tous les jours, donc quand l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés, donc l'inflation est en train de remonter. Donc les retraités qui quand même, ils ont cotisé toute leur vie, bien entendu, ils ont le droit d'avoir une retraite décente, tous les retraités. Et donc, si on a un engagement, on se dit voilà, on va augmenter la retraite au niveau de l'inflation, ce qui est sympathique, ce qui est normal, ce qui est logique. Et qu'on ne tient pas cet engagement, malheureusement, les retraités sont lésés. On écoute juste Michel Barnier. C'est pas pour 4 milliards ou autre. 4 milliards, vous savez, l'année dernière, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 25 milliards. Là, on parle de 4 milliards. Donc, vous voyez, c'est ça qui aujourd'hui est décevant. On présente ça comme une bonne nouvelle. Je suis désolé, non. Il faut aujourd'hui regarder la réalité. Il faut réduire ces dépenses de fonctionnement, réduire la dépense publique au sens large. Et pourquoi faire payer par les retraités alors qu'ils ont cotisé toute leur vie? On écoute le Premier ministre il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Et puis, je vous passe la parole, Louis, parce que vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous trouvez que c'est dingue. Alors, d'abord, Michel Barnier et j'ajouterai un petit codicile après. D'abord, Michel Barnier. Nous continuons ce dialogue et avec votre groupe en particulier, où nous avons cherché, pour reprendre un mot de Jean-Paul Mattei tout à l'heure, un compromis. Et notamment, c'est un mot que j'aime bien d'ailleurs, même s'il n'a pas tout à fait cette culture du compromis en France. J'aime bien ce mot, en particulier quand il s'agit, Laurent Wauquiez, de protéger les plus démunis. Protéger les plus démunis. Mais c'est un argument qui ne résonne pas à vos oreilles? Alors, il y a plusieurs choses. Protéger les plus démunis et venir en aide aux personnes qui touchent des petites retraites. On parle de moins de 1 000 € par mois? Je n'ai pas d'état d'âme. En revanche, indexer de manière générale toutes les retraites sur l'inflation, je trouve que c'est une aberration. Vous pensez à tous les gens...
Non mais attendez, c'est la loi. mais on n'était pas obligé de faire adopter cette loi. Non mais moi je trouve que c'est non mais je trouve que c'est une aberration. Mais non mais vous pensez à tous les gens dont le salaire n'est jamais indexé sur l'inflation. Est-ce que vous donc ça c'est la première injustice. Deuxièmement, tous les gens qui ont donc leur salaire indexé sur l'inflation. Alors tant mieux pour ceux pour qui c'est le cas. Mais si l'inflation baisse, est-ce que leurs salaires vont baisser? D'accord. Et pour les retraites pareil. Même remarque. Ok, alors Marc Taudier, venez à notre rescousse et après je vais entendre les filles. C'est 3 ans que justement il n'y a pas d'indexation par rapport à l'inflation. Mais moi je suis contre l'indexation des retraites sur l'inflation. Qu'il faille venir en aide aux plus nécessiteux, j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y avait pas d'indexation sur l'inflation. Et je sais, pour les retraités. Donc il y a déjà eu une baisse du pouvoir d'achat. En fait, c'est quoi le pouvoir d'achat? Aujourd'hui, regardez où se trouve la concentration de richesse. Donc si vous augmentez vos revenus de moins que l'inflation, votre pouvoir d'achat il baisse. Ça fait déjà 3 ans que ça dure. Là, on avait promis effectivement que on allait avoir un petit rattrapage que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc c'est ça qui est dramatique. Et juste, si je peux me permettre un petit conseil justement pour les petites retraites. Et ça, c'est une étude de l'INSEE qui est très importante qui montre parce qu'aujourd'hui, on est en train de casser le secteur de l'immobilier. On dit non, il ne faut pas s'endetter pour acheter son bien immobilier. Ça, c'est très important. C'est une leçon de vie. La plupart des personnes qui, lors du 3e âge, donc à la retraite, tombent dans la pauvreté. Ce sont ceux qui ne sont pas propriétaires de leur logement. Donc ça doit être un but, je pense, un objectif de vie, de permettre justement à tous les Français, notamment les jeunes, de pouvoir accéder à la propriété, pour permettre justement d'éviter ça crée un capital. Et donc c'est ça qui aujourd'hui est dramatique, c'est que on a ces retraités qui malheureusement, eux ils peuvent pas justement augmenter leur salaire, ils peuvent pas aller trouver un emploi mieux rémunéré, parce que ils ont cotisé toute leur vie et les retraites évidemment sont réduites. Et c'est pourquoi je dis également, autre conseil. Faites-vous une retraite supplémentaire si vous pouvez. Mais si c'est possible. Oui, mais qui sera votre retraite. Et c'est pour ça aujourd'hui, il faut, je pense, dans tout système de retraite, il faut le casser complètement. Il faut le repenser complètement avec une retraite par répartition comme aujourd'hui et l'aider par une retraite qu'on appelle par capitalisation. Voilà. Ça veut dire qu'on va permettre. Le gros mot est lâché. Le mot est lâché, mais le mot est lâché. C'est-à-dire que ça va permettre à tous ceux qui veulent. Vous allez nous mettre la France à feu et à sang. Non, pas du tout. De mettre de l'argent pour la tous en même temps. Ce qui met la France à feu et à sang, c'est des réformes du système par répartition de retraite qui mènent nulle part. Ça met la France dans les rues. Il y a un tabou français qui est de dire on ne parle jamais de capitalisation. Il ne s'agit pas de supprimer le système qui existe aujourd'hui. Par répartition. C'est de rajouter un peu de capitalisation. Ceux qui travaillent payent pour ceux qui ne travaillent plus. Mais la capitalisation, n'oubliez jamais une chose, c'est que les fonctionnaires y ont le droit. Ça s'appelle l'après-fonds. N'oubliez jamais une chose, c'est que le fonds de réserve des retraites, créé par Lionel Jospin, Premier ministre socialiste, il est alimenté comment? Il vit comment? C'est de la capitalisation. Eh bien, le jour où tous ensemble on sera capable, sans acrimonie politique, d'aller au moins d'aborder ce sujet-là, eh bien, je veux dire, on sauvera une fois pour toutes Dernier mot. Rachel Kahn et Sabrina. Rachel, sur cette... Oui, c'est un débat finalement entre affichage clientéliste ou bien reconnaissance de nos aînés et soutien de nos aînés. Pour moi, ce qui met la France à feu et à sang, ça ne fait pas de bruit. Et c'était l'objet de votre édito, chère Laurence. C'est-à-dire que nous ne nous trompons pas d'ennemis. Aujourd'hui, il y a cette idéologie. Par ailleurs, sur la question des fonds publics et de nos impôts qui vont pour indemniser des élus qui sont en train de créer une guerre à bas bruit ici, je pense que c'est sur ça qu'il faudrait économiser. Ils n'ont pas à être financés par nos impôts, ces personnes-là. Je n'ai pas dit ces gens-là, ces personnes-là. Pas à être financés sur nos impôts. Ces associations, et je le répète une nouvelle fois, sportives, culturelles, qui font le lit de la haine et de la fracture française. Il est là notre champ de bataille et notre combat. Sabrina Medjeber. Alors moi, je vais avoir une autre grille de lecture sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux personnes qui n'ont pas les moyens et qui sont à découvert le 5 du mois. Et en réalité, je pense qu'il y a un problème qui n'est jamais abordé dans ce pays par la classe dirigeante depuis 40 ans. C'est le problème des outils de production. Vous savez, c'est toute la thèse de Jérôme Fourquet sur l'économie stato-consumériste. Et ça veut dire quoi ? L'État, c'est une société de consommation, c'est-à-dire que Jérôme Fourquet explique très bien. L'État public, voilà, exactement. Et on fonctionne, on consomme, puisque le seul moteur de la croissance française, c'est la consommation. Exactement. Et donc voilà, donc je poursuis et en réalité toute la thèse qu'il développe, c'est désindustrialisation, démoyennisation, dépossession. Voilà l'équation à laquelle aujourd'hui sont résolus des millions
de Français, et notamment les retraités, qui se voient dépossédés parce que la valeur travail aujourd'hui, la valeur rendement par le travail, l'aboutissement par l'obtention d'une pension de retraite se fait en dessous des minima sociaux ou des minima de vie, c'est-à-dire, comme vous le disiez, pour grossir le glossaire, a découvert le 5 du mois. Et tant que la France n'aura pas compris qu'il va falloir que cette classe dirigeante, redéploie des outils de production, eh bien peut-être que nous pourrions parler à ce moment-là d'emploi, de pouvoir d'achat, de croissance et de retraite assurée au regard du rendement par la valeur travail. Et pour l'instant, malheureusement, ça n'est pas le cas. On est là à parler de taxation des super riches, de rabotage d'économies, et en réalité, ça a été un choix qui s'est fait depuis précisément 92. Une erreur. Ça a commencé avec les 35 heures, etc. Après, il y a eu l'effet Covid et autres. On a dévalorisé effectivement cette valeur travail. Ça va être compliqué de faire le chemin inverse. 946 sociétés de plus de 50 salariés qui ont fait faillite depuis les années 90. Aujourd'hui, on parle d'un plan social de redressement sectoriel de l'agriculture. Ils étaient 1 million, ils sont aujourd'hui 300 000. La sidérurgie a été avalisée. Le charbonnage textile dans le Nord, pareillement. Le secteur de la pêche, pareillement. Le secteur de l'automobile, pareillement. Si aujourd'hui, on n'arrive pas à redéployer, encore une fois, des outils de production pour valoriser une économie française et faire face même aux défis américains, aux défis chinois, aux défis même des États européens de l'ancienne Union soviétique, dans lesquels nous délocalisons nos sociétés de production automobile, eh bien nous n'y arriverons pas. Et pour l'instant, aucun de la classe dirigeante n'a eu les moyens et le courage de le dire. Il va falloir que la France revienne à ses fondamentaux, une société de production, non pas de consommation. Très rapidement, le problème c'est que ça a été là aussi une erreur stratégique dans les années 80-90. Rappelez-vous, on voulait une économie française sans usine. C'était un choix politique. C'est ce que j'ai appris en cours d'économie à l'école. Vous avez des mots de prof. Et les pays industrialisés, c'était les pays en développement. Mais une erreur stratégique. Les héros parce qu'on problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, là, M. Macron et tutti quanti nous ont dit « Ah, ça y est, c'est la réindustrialisation ». Mais quelle belle arnaque. C'est complètement faux. C'est-à-dire que... Alors, ils ont été très bons sur le marketing, ça c'est sûr. Mais dans les actes, comment vous voulez qu'on réindustrialise si on augmente les impôts, si on a un marché du travail très rigide, si on a des charges qui pèsent sur les salaires parmi les plus élevés du monde. Bien sûr. Mais ça, c'est le problème de l'État-providence. C'est-à-dire que c'est le 39,9%. Et parallèlement, on le voit aujourd'hui, nos entreprises sont en train de produire de plus en plus à l'étranger parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est pas un manque de patriotisme, c'est qu'elles n'ont pas le choix. Donc il faut arrêter justement ce marketing. Il faut prendre des vraies mesures. Prendre des actes. Et encore une fois, ça ne se déclare pas comme ça. Il faut prendre des mesures très claires sur justement l'appareil de production. Et également, un élément très important, la formation. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de clients entreprises, par exemple, qui avaient des carnets de commandes dans l'industrie, ne pouvaient pas répondre à la commande parce qu'il n'y avait pas la main-d'œuvre. Donc là aussi, une grande erreur de l'éducation nationale qui n'a pas formé justement pour les métiers de l'industrie. Avec organique, et ça, on paye ça aujourd'hui. Vous voulez terminer? Oui, juste, en fait, sur ce chapitre-là, on voit bien qu'il y a une dévalorisation, une démonétisation matérielle et dans le même mouvement, un appauvrissement immatériel, parce qu'en fait, finalement, c'est le sujet de la valeur de nos fondamentaux, qu'ils soient en termes de production, de création, ou en termes, justement, de nos principes fondamentaux. Et Marc, vous disiez, ce serait bien que les gens puissent acheter un petit pavillon. Bien sûr. Là, aujourd'hui, même ceux qui arrivent péniblement à acheter... Ils ne peuvent pas le laisser à leurs enfants. Ils ne peuvent pas le léguer à leurs enfants. Il y a des taxes sur l'héritage qui sont insoutenables. En fait, le patrimoine immobilier, même pas, on ne peut pas le transmettre à nos enfants. Ça aussi, malheureusement, ça a été un choix de M. Macron. C'est les taxes. Quand il a maintenu et même augmenté l'impôt sur la fortune immobilière, comme on dit, entre guillemets, avec l'impôt de succession et autres. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est que, et ça, il y a un chiffre incroyable de l'INSEE, j'invente rien, tous les chiffres, évidemment, je les source. On a aujourd'hui, en France, tenez-vous bien, 13 trimestres consécutifs de baisse de l'investissement logement. Et ça, crise majeure, jamais vu. Crise majeure. J'ai une conférence pour la fédération du BTP, peu importe. Il y a 300 000 emplois menacés et on ne fait rien. On laisse faire. Encore. Vous connaissez le dicton, quand le bâtiment va, tout va. Quand il ne va pas, rien ne va plus. Et on laisse faire. Il n'y a eu aucune volonté politique, aucune mesure pour relancer effectivement cette machine. Et nous payons ces erreurs. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur